Bonjour, cette vidéo est la première partie d'une série de 2 présentations dédiées à l'étude de la dynamique d'une épidémie. Dans cette présentation, nous étudierons différents modèles décrivant la propagation d'une épidémie et dans la vidéo suivante, on traitera des paramètres influençant la dynamique et notamment du R0 et de l'intervalle de génération. Nous allons aborder ici différents modèles appelés compartimentaux. On verra la signification de ces signes cabalistiques. L'objectif de cette présentation est une simple initiation à ces concepts de modélisation, discipline qui demande une formation approfondie en biostatistique. Donc je resterai simple, voire simpliste, en réduisant le plus possible le formalisme mathématique. En outre, nous allons nous limiter à la propagation d'une épidémie à transmission interhumaine directe. Nous ne parlerons donc pas ici de modèles de transmission hydrique, alimentaire, aérien ou vectoriel qui comportent le passage par un véhicule assurant la transmission. Alors, nous avons vu dans une vidéo précédente qu'une épidémie se caractérise en fonction des lieux de son extension, en fonction des personnes atteintes selon leur âge et leur terrain particulier, et dont le nombre mesure l'ampleur décrite sous forme d'incidence cumulée. Et enfin, selon le temps, l'épidémie a une durée et surtout une vitesse de propagation variable selon son évolution. Alors voici une simulation de propagation d'une épidémie qui se développe parmi des sujets susceptibles en gris. En jaune sont les sujets infectés, contagieux, mais non encore malades. En rouge, les malades encore contagieux. En marron, les malades en voie de guérison. Et en bleu, les sujets guéris et immunisés. En bas de l'écran, la courbe montre la progression du nombre de cas en fonction du temps. Alors, cette évolution en fonction du temps se visualise par le tracé de la courbe épidémique. Alors, je vous renvoie aussi à une vidéo sur ce sujet. On peut distinguer sur le graphique une phase initiale ascendante exponentielle, un pic, et enfin une décroissance plus lente. Inconvénient de ce type d'analyse d'une courbe épidémique, elle ne peut être faite que sur des données exploitables seulement après la fin de l'événement. C'est le type d'analyse qu'on fait par exemple lors d'un épisode de toxi-infection alimentaire collective où on arrive quelques heures après la fin de l'épisode. La courbe sert alors à rechercher la date et la source de contamination commune, mais lors de l'apparition d'un phénomène émergent d'ampleur majeure et potentiellement grave, comme la covidose en 2019, il n'est pas question d'attendre la fin de l'histoire pour faire des analyses. C'est dès le début, avec les données déjà disponibles, qu'il faut analyser et tenter de proposer des scénarios évolutifs. Alors, dans un premier temps, nous allons partir de quelques situations concrètes sans chercher à modéliser le processus. Alors, voici une population composée de sujets susceptibles représentés par des points gris. La densité de population est un peu hétérogène, elle est plus grande au centre de l'agglomération qu'à la périphérie. Et on remarque ici que l'ensemble de la population est susceptible. Il n'existe encore aucune immunité de groupe. On va maintenant introduire un patient infecté et contagieux au centre de l'agglomération. Ce cas est visualisé sous forme d'un point rouge et on regarde ce qui va se passer. Alors ici, le modèle est simple, la contagiosité est très forte, les sujets en contact avec le cas initial se contaminent et contaminent à leur tour leur contact. L'épidémie se propage très vite avec de nombreux cas. Alors ici, nous avons provoqué de nombreux contacts entre les individus de la population qui se déplacent et se rencontrent. Alors, il existe de nombreux foyers secondaires, des clusters, provoqués par les cas contaminants qui se sont déplacés, ce qui accélère encore la propagation de l'épidémie. Alors ce modèle diffère des précédents par une durée de l'immunité qui est très courte. Donc les sujets guéris, en bleu, redeviennent rapidement susceptibles et peuvent à nouveau être contaminés. L'épidémie tend donc à se chroniciser et à se transformer en endémie persistante. Ici encore un dernier modèle où la période de contagiosité est courte. Donc les cas n'ont pas le temps de contaminer beaucoup de leurs contacts. L'épidémie a du mal à se propager, une immunité de groupe s'installe, il est de plus en plus rare pour un cas de contaminer un susceptible. La propagation s'essouffle et l'épidémie va s'éteindre spontanément. Nous allons arrêter de jouer avec notre générateur de scénarios où nous avons fait varier plusieurs paramètres. Force de la contagiosité dans le modèle 1,
multiplicité des contacts dans le modèle 2, faible durée de l'immunité protectrice acquise dans le modèle 3, et enfin raccourcissement de la période de contagiosité dans le dernier modèle. Donc ces 4 exemples ne sont que quelques-uns des nombreux paramètres qui peuvent influer sur l'éclosion, la propagation et la durée d'une épidémie. Pour décrire un processus épidémique, on peut diviser les différentes phases chronologiques en compartiments. Alors, les différents événements et périodes qui constituent la dynamique d'une épidémie peuvent être analysés selon 2 points de vue, selon que l'on est praticien, préoccupé par des patients malades, ou épidémiologiste modélisateur, préoccupé par la dynamique de la contagion. L'événement commun est bien sûr la date de la contamination qui survient chez un individu initialement susceptible. Le clinicien est interpellé au moment de l'apparition des symptômes. La durée écoulée entre cette date et la date de contamination est appelée durée d'incubation. Puis survient, après un temps plus ou moins long, la fin de la maladie ou le décès. L'épidémiologiste, lui, va s'intéresser à la date du début de la contagiosité du patient. L'intervalle entre cette date et celle de la contamination est appelé phase de latence. Alors, la durée de cette phase de latence est différente de la durée d'incubation. Elle peut être identique ou plus courte ou plus longue. Au bout d'un certain temps, là encore, indépendant de la durée de la maladie, le sujet n'est plus contagieux. La durée entre ces 2 dates est appelée période de contagiosité. Et enfin, le sujet développe une immunité protectrice plus ou moins longue pendant laquelle il est réfractaire à la maladie. Alors, cela peut durer de quelques mois à plusieurs dizaines d'années. À la fin de cette période, le sujet redeviendra susceptible s'il n'est pas vacciné. Alors, on observe que les périodes en quelque sorte visibles de l'épidémie sont les périodes cliniques qu'on va pouvoir facilement mesurer et que les périodes liées aux phases de contagiosité sont invisibles, donc beaucoup plus difficiles à mesurer et qu'il va falloir plutôt estimer. Alors, je voudrais anticiper sur un élément capital dans la détection, la prise en charge et l'évolutivité d'une épidémie. C'est le délai qui s'écoule entre le début de la contagiosité, c'est-à-dire le moment où l'individu contaminé va commencer à infecter insidieusement ses contacts, et le début de la maladie, où la découverte de son état va permettre de prendre des mesures préventives. Plus ces délais est long, comme ici, plus la propagation de l'épidémie sera amplifiée. Pour illustrer cela, voici quelques exemples de délais moyens entre le début de la phase de contagiosité et le début des symptômes. Alors, des maladies très graves, à haut degré de létalité, comme le SRAS ou Ebola, ont heureusement l'avantage de devenir contagieuses seulement après le début des symptômes. Et cela explique la faible diffusion de ces épidémies, car il est possible de mettre en place très tôt des mesures d'isolement des sujets atteints. En revanche, les sujets contaminés par le virus de la grippe deviennent contagieux 24 heures avant le début des symptômes, et cela explique en partie la diffusion large des épidémies de grippe. Dans la covidose, les sujets deviennent contagieux quelques jours avant le début des symptômes, et cela rend compte de l'énorme difficulté qu'il y a eu à contrôler l'épidémie avant l'arrivée des vaccins. Enfin, dernier exemple, celui de la rougeole, qui est la plus contagieuse des maladies à transmission interhumaine, car les sujets infectés contaminent leurs proches plusieurs jours avant de présenter une éruption caractéristique. Alors, revenons à nos 2 schémas de chronologie maladie et contagion, et intéressons-nous de plus près au schéma de la contagiosité. Je vais basculer et étirer pour plus de commodité. Alors, comme on le voit, cette chronologie se divise en 4 périodes qui limitent des sortes de compartiments. On peut considérer que tout sujet de la population se trouve situé quelque part dans un de ces compartiments. Les sujets dits susceptibles dans le premier compartiment, les sujets infectés mais pas encore contagieux dans le compartiment latence en jaune, les sujets contagieux dans le compartiment rouge, et enfin dans le compartiment bleu, les sujets immuns qui sont résistants à l'infection tant qu'ils restent immuns. Alors on considère ici que les sujets contagieux ne sont pas encore immuns et que les sujets immuns ne sont plus contagieux, ce qui ne correspond pas forcément à la réalité, mais qui nous convient pour cette démonstration. Alors, lors du processus épidémique, certains sujets passent d'un compartiment à l'autre. Le compartiment des sujets susceptibles commence par diminuer, certains sujets contaminés passent dans le compartiment infecté, puis dans le compartiment des contagieux, qui grossit en début d'épidémie, et dans un troisième temps, les sujets guérissent, ne sont plus contagieux, et passent dans le compartiment des sujets immuns, qui enflent progressivement. Donc à chaque étape de temps, la dynamique épidémique dépend de 2 types de mesures. La quantité de sujets dans chaque compartiment et l'intensité des flux entre chaque compartiment.
Alors, par exemple, la quantité de sujets entrant dans le compartiment des contagieux dépend de la quantité de sujets du compartiment infecté en amont et de la durée de la phase de latence. Plus cette durée de latence est courte, plus vite se remplit le compartiment des contagieux. Plus elle est longue, plus lentement il se remplit. La quantité de sujets entrant dans le compartiment infecté dépend quant à elle de la quantité de susceptibles, mais aussi du nombre de contacts dangereux entre susceptibles et contagieux, ainsi que de la probabilité de transmission de la maladie à chaque contact. Plus cette probabilité est élevée, plus vite se remplit le compartiment infecté. Enfin, la quantité de sujets entrant dans le compartiment humain en bleu dépend de la quantité de sujets contagieux en amont et de la durée de la contagiosité. Alors comment calculer l'évolution des effectifs de chaque compartiment au cours du temps? Alors, on va être un peu obligé d'abréger les libellés des sujets. On va appeler de façon arbitraire S la proportion de susceptibles, I la proportion d'infectés, C la proportion de contagieux, et enfin comme le I est déjà pris, j'appelle grand R comme résistant la proportion de sujets IM. Et la somme de ces quatre proportions, si on néglige la part des décès, est égale à 100%. Et on va considérer deux instants, l'instant T et l'instant T plus 1 qui le suit, avec des répartitions des proportions des compartiments différentes à chaque instant, tout en maintenant, bien évidemment, une somme de ces proportions toujours égale à 100%. Alors entre T et T plus 1, certains susceptibles infectés passent dans le compartiment désinfecté. Et en même temps, certains sujets quittent ce compartiment pour entrer dans le compartiment des contagieux, tandis que certains contagieux glissent vers le compartiment des IM. Et on se retrouve dans la situation suivante à l'instant T plus 1. Alors commençons par calculer la proportion de susceptibles à T plus 1. Elle est égale à celle de l'instant T, moins la proportion de sujets nouvellement infectés pendant ce laps de temps. Alors la proportion de sujets nouvellement infectés entre T et T plus 1 est égale à la proportion de contagieux à l'instant T, C indice T, multiplié par le nombre de contacts que chaque contagieux a eu en moyenne avec un susceptible pendant ce laps de temps. Je l'appelle K. Multiplié par la probabilité de transmission au cours d'un contact, on l'appelle communément bêta, et enfin multiplié par la proportion de sujets susceptibles à l'instant T. Donc ce qui nous donne finalement ce produit C indice T multiplié par K multiplié par bêta multiplié par S indice T. Et on peut donc finalement calculer la proportion de sujets susceptibles à T plus 1 qui est égale à celle de l'instant T moins ce produit. Alors de même, la proportion des sujets infectés à T plus 1 est égale à celle de l'instant T plus la proportion de nouveaux sujets infectés que nous venons de calculer moins la proportion de sujets nouvellement contagieux pendant ce laps de temps. Alors, cette proportion de sujets devenus contagieux est égale à la part des sujets infectés à l'instant T dont la phase de latence est terminée, c'est-à-dire approximativement à la proportion des sujets infectés divisée par la durée de latence grand L. Plus cette phase est courte, plus le nombre de contagieux augmente. On peut donc finalement calculer la proportion de sujets infectés à l'instant T plus 1 qui est donnée par cette formule un peu plus compliquée que la précédente, mais néanmoins parfaitement logique. Alors, la proportion de contagieux à T plus 1 est égale à la proportion de contagieux à l'instant T, plus les nouveaux contagieux qu'on vient de calculer, moins la proportion des sujets devenus humains pendant ce laps de temps. Alors, cette proportion de sujets devenus humains est égale à la part des sujets contagieux à l'instant T dont la phase de contagiosité est terminée, c'est-à-dire approximativement à la proportion des contagieux divisé par la durée de contagiosité grand D. Plus cette phase est courte, plus le nombre d'humains augmente. Et finalement, on peut donc calculer la proportion de sujets contagieux à l'instant T au moyen de cette formule. Et enfin, la proportion des humains à T plus 1 est égale à la proportion des humains à l'instant T, plus les nouveaux humains qu'on vient de calculer, C indice T divisé par D. Et finalement, nous disposons de quatre équations qui nous donnent les proportions de chaque compartiment à l'instant T plus 1 en fonction de l'état précédent. On remarque que les sommes de ces proportions sont toujours égales quel que soit l'instant. Somme égale à la taille de la population, soit 100%. Le mieux est de prendre un exemple. On va prendre la journée comme unité de temps. Au jour J0, on démarre avec une population susceptible à 98%.
et on pose qu'il y a déjà 1% de sujets infectés et 1% de sujets contagieux. Et on choisit comme paramètre un nombre moyen de contacts contagieux susceptibles K de 5 par jour, une probabilité de transmission de la maladie lors de chaque contact bêta de 10%, une durée de latence grand L de 2 jours et une durée de la contagiosité grand D de 15 jours. Et à l'aide de notre système d'équations, on va calculer jour par jour les proportions de sujets dans chaque compartiment. Alors, si on s'arrête à J9, la proportion de susceptibles est égale à ce qu'elle était à J8 moins le produit CK bêta S à J8, soit 0,871 moins 0,07 multiplié par 5 multiplié par 0,10 multiplié par 0,871, soit au total 0,841. La proportion des sujets infectés à J9 est égale à ce qu'elle était à J8, 0,043, plus le terme des nouveaux infectés, entre parenthèses, qu'on vient de voir, moins 0,043 divisé par 2, soit au total 0,052. La proportion des contagieux à J9 est égale à ce qu'elle était à J8, 0,07, plus 0,043 divisé par 2, moins 0,07 divisé par 15, soit 0,087. Et enfin, la proportion des humains à J9 est égale à 0,016 plus 0,070 divisé par 15, soit 0,020. Et on peut continuer ainsi les calculs ad libitum. Et avec cette série de valeurs, on peut tracer sur un graphique les courbes d'évolution de chaque compartiment en fonction du temps. Alors voici la courbe d'évolution de la fraction des susceptibles, puis la courbe des sujets infectés en jaune et des sujets contagieux en rouge dont l'évolution est analogue à celle de la courbe épidémique. Et enfin, celle des sujets humains en bleu. Alors, je rappelle que tout le tableau de valeurs dont sont issues ces courbes correspondent à un cas de figure où nous avions choisi les 4 paramètres particuliers K égale 5, bêta égale 10, grand L égale 2 et D égale 15. Alors voyons ce qui se passe si on les modifie. Dans ce modèle, on a augmenté le nombre de contacts de chaque cas contagieux à 9 contacts par jour. Et on voit immédiatement la conséquence, accentuation de la pente de la courbe des infectés et des contagieux, et donc plus grande rapidité de diffusion de l'épidémie, avec un pic plus élevé que précédemment. Alors ici, on a allongé le temps de latence à 5 jours. Alors ceci a pour effet de ralentir la vitesse de propagation et de diminuer l'ampleur de l'épidémie dont le pic est moins élevé. Et enfin ici, la durée de la contagiosité a été réduite de moitié. Et on en voit l'effet marqué sur la diminution de l'intensité de l'épidémie. Alors, toutes ces courbes sont issues des tableaux précédents dont les valeurs étaient discontinues. Or, sur ces présentations, j'ai un peu triché car les courbes ont été lissées. Et donc en ordonnée, il ne s'agit plus vraiment de pourcentage d'effectifs de la population, mais plutôt de probabilité dont les valeurs sont continues. Alors ces courbes en fait sont l'expression des intégrales d'un système d'équations différentielles que vous trouvez dans tous les articles sur le sujet. On appelle ce système à 4 équations modèle SEIR. Alors attention aux lettres de cet acronyme anglo-saxon qui prête à de multiples confusions. S veut dire susceptible, comme en français. E veut dire exposed. Ce sont les infectés non encore contagieux que j'ai préféré nommer tout simplement infectés. Le I veut dire infectious et non pas infected, c'est pourquoi j'ai préféré les nommer C comme contagieux, ce qui paraît plus clair. Et enfin R comme recovered, qui au sens strict du modèle de contagiosité ne sont pas simplement des sujets guéris, mais sont des sujets humains résistants. Alors, on trouve plus souvent dans la littérature un modèle plus simple où on ne tient pas compte de la phase de latence, c'est le classique modèle SIR, où on ne considère que 3 compartiments, les susceptibles, les contagieux et les humains. Le modèle se présente donc avec 3 équations différentielles qui fournit un système à 3 courbes. Alors, on aurait pu, à l'inverse, complexifier le modèle en considérant que les sujets humains peuvent redevenir susceptibles en introduisant la notion de durée de l'immunité. C'est ce qu'on appelle le modèle SEIRS. Si par exemple on appelle Z la durée de l'immunité, on a le système d'équations légèrement modifié, la part des humains dont la durée d'immunité se termine, RT divisé par Z, est retranchée des humains et rajoutée aux susceptibles.
La courbe blanche montre la réémergence des cas susceptibles et donc la persistance de l'épidémie. On aurait enfin pu introduire les sujets décédés parallèlement au compartiment des sujets humains. Si on appelle taux la proportion moyenne de sujets décédés à chaque unité de temps, le facteur taux par C indice T est soustrait du nombre de contagieux à T plus 1. Alors s'il n'y a pas de naissance ou d'immigration, on voit en haut du graphique la courbe de la population diminuer. Alors malgré leur complexité mathématique, ces modèles restent simplistes. Ils supposent notamment un brassage uniforme de la population, que les passages entre compartiments sont supposés se produire à un taux constant au cours du temps. Ils supposent également que le nombre de contacts est proportionnel aux effectifs. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Par exemple, on peut imaginer que dans une population clairsemée de type rural, la moyenne des interactions entre habitants avides de relations sociales est plus élevée que dans certaines populations urbaines denses mais repliées sur elles-mêmes. Par ailleurs, les paramètres pris en compte sont des estimations moyennes. Si leur variance est grande, l'imprécision sur les modèles peuvent devenir d'autant plus importantes. On voit ici l'effet sur la courbe des sujets infectés d'une simple variation de 2% dans la probabilité de transmission estimée lors de chaque contact. En fin de compte, on ne considère dans ces modèles qu'une faible quantité de paramètres. Bien d'autres ont aussi un impact non négligeable sur l'évolution d'une épidémie. Alors nous voici arrivés à la fin de cette première partie sur l'étude de la dynamique d'une épidémie à transmission interhumaine directe. Et je vous invite à regarder la seconde partie dédiée aux principaux paramètres influençant cette dynamique, et notamment le R0 et l'intervalle de génération. Voici quelques références d'articles que j'ai utilisés pour construire cette présentation.